L'ONU à la recherche de solutions au conflit en Libye. Un dialogue politique entre les protagonistes s'ouvre ce mercredi à Genève. Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar ont fait savoir qu'ils ne seront pas présents. Hosni Moubarak a tiré sa révérence ce mardi. L'ancien président égyptien était âgé de 91 ans. Il avait dirigé son pays pendant 30 ans avant d'être chassé du pouvoir en 2011 par une révolution. Et puis, l'inquiétude de l'OMS relative à la propagation rapide du coronavirus. L'évolution de la maladie sans lien originel avec la Chine est un véritable casse-tête pour les experts de l'organisation. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Un dialogue politique interlibyen démarre ce jour à Genève comme prévu. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a confirmé ce mardi la tenue de ces assises, ce en dépit des annonces de suspension de la participation des deux camps rivaux. La mission d'appui des Nations Unies en Libye assure. Le dialogue politique libyen débutera ce mercredi comme prévu. Lundi, le Parlement basé dans l'est du pays qui appuie le maréchal Khalifa Haftar ainsi que son rival, le Haut Conseil d'État qui soutient le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation à ces pourparlers politiques à Genève, invoquant des raisons différentes. Le présent dialogue politique doit inclure 13 représentants du Parlement pro-Haftar, 13 représentants du Haut Conseil d'État et des personnalités invitées par l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé. Depuis 2015, deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'Est, qui a lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de Tripoli. Depuis avril 2019, les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes. Hosni Moubarak a tiré sa révérence. L'ancien président égyptien est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire. Il avait dirigé son pays d'une main de fer pendant 3 décennies avant d'être renversé en 2011 par un soulèvement populaire, emprisonné puis acquitté. 18 jours de révolte sans précédent contre son régime l'ont contraint à démissionner en février 2011. La santé de l'ancien chef d'État égyptien avait fait l'objet de spéculations dans la presse et sur les réseaux sociaux. Dépression aiguë, cancer, accident cardiaque, problèmes respiratoires avaient été évoqués pour l'ex-président Hosni Moubarak, régulièrement hospitalisé en soins intensifs. Mardi, la nouvelle de son décès a été confirmée et relayée par la télévision égyptienne et les grands titres de la presse locale. L'ancien commandant en chef, à la tête pendant 30 ans d'un régime marqué par les abus policiers et la corruption, aura été le premier président du pays à être traduit en justice. Il a toutefois été blanchi de la plupart des accusations qui pesaient contre lui. Le maintien contre vents et marées des accords de paix conclus en 1979 avec Israël et sa réputation de modéré au sein du monde arabe ont valu à son régime autocratique les valeurs de l'Occident, en particulier des États-Unis, dont il est resté un allié indéfectible. Les faveurs de l'Occident, en particulier les États-Unis, dont il est resté un allié indéfectible. Chef d'État égyptien, resté le plus longtemps au pouvoir depuis l'abolition de la monarchie en 1953, il a maintenu en permanence l'état d'urgence. Il échappera à plusieurs tentatives d'assassinat, notamment en 1995 à Addis Abeba, quand des assaillants coupent la route de son cortège et criblent de balles son véhicule blindé, transporté spécialement au Caire. Un journaliste d'investigation tanzanien vient de sortir de prison. Eric Kabendera était en détention pour non-paiement d'impôts. Il a passé 7 mois derrière les barreaux et a donc plaidé coupable. Eric Kabendera travaille pour des médias nationaux étrangers comme The East African dont le siège est au Kenya. Il a publié plusieurs analyses critiques sur la vie économique et politique dans la Tanzanie du président John Magufuli. Il avait d'abord été détenu pour être interrogé sur sa nationalité avant que les charges ne soient transformées en sédition. Puis ces charges ont été abandonnées et finalement, Kabendera a été inculpé en août 2019 de crimes économiques et blanchiment d'argent.
Il était détenu depuis et son procès a été reporté 11 fois. Il s'était même vu refuser d'assister aux funérailles de sa mère. C'était en janvier dernier. L'arrestation et les poursuites engagées contre ce journaliste indépendant, réputé, ont été pour beaucoup d'observateurs révélatrices de l'érosion de la liberté de la presse en Tanzanie depuis l'élection de Magufuli fin 2015. Kabendera a plaidé coupable des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de non-paiement de 173 millions de shillings, soit 69 000 euros d'impôts. Il a été libéré après avoir payé une amende de 250 000 shillings, soit 100 euros, pour avoir omis de payer des impôts, mais doit encore verser 100 millions de shillings, soit 39 933 euros d'amende pour blanchiment d'argent. Son avocat a précisé que l'amende restante devait être payée en plusieurs versements. Reporters sans frontières, qui classe la Tanzanie parmi les régimes prédateurs de la liberté de la presse, et Amnesty International, entre autres, avaient réclamé la libération du journaliste Eric Kabendera. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, s'est présenté à la surprise générale devant la justice de son pays pour y répondre des rocambolesques accusations du meurtre de sa précédente épouse. Cette affaire agite le royaume depuis plusieurs semaines. Officiellement en Afrique du Sud depuis vendredi dernier pour des raisons médicales, Thomas Thabane, âgé de 80 ans, a fait une apparition inattendue en début de matinée devant un tribunal de la capitale Maseru. Il était accompagné de sa deuxième femme, Maïsaï Thabane, âgée de 42 ans, épousée 2 mois après la mort de la première et déjà inculpée de complicité du meurtre de sa rivale. À l'issue d'une brève audience, le dossier a été renvoyé devant la haute cour du Lesotho sans que le Premier ministre Thabane ne soit formellement inculpé. Dans l'affaire Motobi et autres contre la couronne, à laquelle la Cour a été renvoyée, je trouve qu'il y a effectivement une question de droit substantiel qui est soulevée. La demande de renvoi de l'affaire devant la haute cour est accordée comme il a été demandé. Je rends maintenant le jugement. L'avocat de Thomas Thabane a plaidé qu'il ne pouvait pas être inculpé tant qu'il dirigeait le gouvernement. La date de l'audience devant la haute cour n'a pas été annoncée. L'affaire déstabilise le sommet de ce pays depuis des mois. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, Thomas Thabane a annoncé quelques jours plus tard qu'il allait démissionner d'ici juillet. Son départ inopiné à l'étranger a un temps poussé les autorités à envisager l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Sur le front politique, le principal parti d'opposition, le Congrès démocratique, a formellement déposé vendredi dernier devant le Parlement une motion de défiance contre le Premier ministre et son gouvernement. Si elle obtient une majorité des voix des parlementaires, il devra démissionner ou proposer au roi la démission du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. Une note de santé à présent, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'allure que prend l'épidémie du coronavirus. La propagation de la maladie sans lien originel avec la Chine est un véritable casse-tête pour les experts de l'organisation. Les détails. Le nouveau coronavirus continuait à tuer mardi, particulièrement en Iran, au Japon, en Corée du Sud, en Italie, et la multiplication des cas de contamination accroissait les risques de pandémie, surtout dans les pays pauvres. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays où elle a contaminé quelques 77 000 personnes, dont 2 600 mortellement. Mais la maladie Covid-19 concerne désormais la Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait au moins 41 morts et 2500 cas de contamination. Le directeur général de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti lundi à Genève que le monde restait menacé de pandémie, à savoir une épidémie d'ampleur internationale. L'agence spécialisée de l'ONU s'inquiète particulièrement des risques pour les pays pauvres, mal équipés pour dépister et combattre le nouveau virus. La grande question que nous nous posons actuellement concerne la propagation et la transmission du virus sans lien évident avec la Chine et l'épidémie initiale. C'est une question que nous examinons de près. Les scientifiques l'examinent de près parce que c'est une question que nous devons résoudre. Est-ce que cela se produit partout, dans de nombreux endroits,
ou peut-on remonter jusqu'à l'épidémie d'origine? Le coronavirus change la donne de la mondialisation, selon le ministre français de l'économie et des finances. Aux États-Unis, l'administration Trump prévoit de consacrer 2,3 milliards d'euros à la lutte contre la maladie. Et puis cette nouvelle qui pourrait donc réjouir les pays africains, parlant toujours du coronavirus, le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays, la Chine, est prêt à offrir assistance et du matériel aux différents pays africains. L'OMS s'inquiétait déjà de l'évolution de la maladie sur le continent. Jusqu'à présent, l'Égypte est le seul État d'Afrique à avoir enregistré un cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus. Mais l'Organisation mondiale de la santé a averti que les systèmes de santé et les infrastructures sanitaires du continent étaient mal équipés pour affronter le coronavirus si les cas se multipliaient. Le dirigeant chinois estime que les pays africains sont confrontés à de nombreux défis en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie. La Chine se porte garante pour fournir aux pays africains le matériel médical dont ils ont un besoin urgent, y compris des tests de dépistage. Xi Jinping a également promis un renforcement de la coopération sino-africaine en matière de santé publique, de prévention et de contrôle des maladies, sans donner plus de précision. Selon l'OMS, si des cas de contamination apparaissaient en grand nombre, les pays africains pourraient être confrontés à des pénuries de kits de dépistage et d'équipements de protection comme des masques. Les systèmes de santé devront prendre en charge des malades atteints de défaillances respiratoires, de chocs septiques ou de défaillances simultanées de plusieurs organes, d'après la même source. En 2014 déjà, la Chine avait envoyé des centaines de médecins, épidémiologistes, ingénieurs, infirmiers et techniciens en Afrique de l'Ouest pour combattre l'épidémie d'Ebola. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. Sika TV, au revoir.